Tu vois ce que c'est, Inspire sur scène? Non, pas du tout, c'est quoi? Eh bien, écoute, c'était un événement qu'organisait à l'époque Laurent Bois. Et en fait, c'est de ça qu'on a parlé avec Matt dans son podcast. Il faisait référence à cet événement-là. On a salué Laurent Bois. Et puis, effectivement, donc, le concept, c'était de faire venir des entrepreneurs sur scène, leur donner 15 minutes, 20 minutes pour que, en fait, ils puissent pitcher leur boîte avec l'appui de Marie, donc, qui est metteur en scène. Et moi, j'avais fait le choix, effectivement, parce que pitcher sa boîte, ça peut être hyper chiant. Mais moi, je voulais le faire. Tu sais, je m'étais dit, vas-y, en fait, à qui je pourrais pitcher ma boîte en mettant de l'émotion, etc. Et je me dis, en fait, je vais le faire à mon père, parce que par la force des choses, je le ferai jamais. Et j'avais fait comme ça, parce qu'en fait, il est mort. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que vous avez parlé de ça. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, quand il venait de perdre son père, à ce moment-là, ça a été ouf, parce que je pense que ça fait 60 secondes. On a commencé à parler pendant 60 secondes. Et tous les deux, on commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois. Et c'était après, tu vois, ça te met le shoot de dopamine, on se comprend. Non, c'était cool. Ok. Salut Jonathan. Salut Mounia. Oui, on a commencé un peu sur les chapeaux de roue, mais donc aujourd'hui, je reçois Jonathan Salmona, c'est ça? C'est ça même. Ton nom de famille. C'est lui-même. Donc, on pourrait parler de plein de trucs, toi et moi. T'es patron d'une boîte, bootstrap, dans la tech, j'ai été VC, j'adore les startups, etc. Et en fait, on va pas du tout parler de ça, même si ça va sûrement venir. Moi, j'ai eu envie de t'inviter parce que justement, il me semblait, alors peut-être je l'ai écouté dans le podcast avec Mathieu Lauland, qu'on embrasse, voilà, ou je sais pas, alors mon associé Raph te connaît hyper bien, donc peut-être qu'il m'en a parlé, je sais plus, mais que apparemment, tu as perdu ton père. Ouais, en 2018. En 2018, et que ça a été un moment important dans ta vie. Ouais. T'as envie de dire, heureusement, comme tout le monde. Non, mais ça a été un moment de vie hyper fort. Ouais. Auquel, tu vois, je pense qu'on est tous, malheureusement, ou en vrai, c'est le cycle de la vie, donc on va tous être confrontés à ce moment de vie hyper fort un jour. Et en fait, c'est marrant parce que on parlait de ce sujet-là lors du dernier séminaire tu vois, du Club Bootstrap, et j'ai un mec qui m'a dit, putain, mais quand t'en parles, on dirait que t'as un syndrome post-traumatique. Ah oui, carrément. Ouais, et en fait, sur le moment, tu vois, ça m'a fait tiquer. Et parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi, c'est comme quand t'as une plaie elle cicatrise, mais tu sais, elle est toujours un peu à vif, puis elle cicatrise pas très bien, enfin très lentement, quoi, tu vois. Donc t'as un peu ce phénomène-là, effectivement, c'est un sujet qui est à vif. Mais à côté de ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, que je pense que j'ai digéré, parce qu'il y a une forme de douceur de te rappeler des gens que t'as kiffé. Mais alors justement, moi j'ai une série dans les podcasts 108 milliards sur la mort. C'est un sujet qui me fascine. Ça fait un peu morbide de dire ça, justement, mais ça me moi je pense aussi. qu'il y a beaucoup de vie dans la mort, et que dans nos sociétés, notamment occidentales, on a perdu le lien. Je veux dire, la mort est absente. On vit tous comme si ça n'existait pas. Donc on n'a pas cette approche. On n'a plus cette approche du rituel, etc. Alors moi, il se trouve que j'ai perdu ma mère aussi en 2014, mais j'ai un vécu qui est différent. J'ai grandi au Maroc, dans une société où je pense que la mort est beaucoup plus présente, acceptée. Une métrique très simple, c'est que je pense qu'avant mes 20 ans, j'ai dû aller à une centaine de funérailles dans ma vie. C'était normal, en fait. Alors qu'en France, pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert après. Et c'est pour ça que je voulais faire cette série. Et pourquoi j'avais très envie de t'inviter, à part que t'es hyper sympa et qu'on va passer un bon moment, c'est justement de plus se dire, là, on parle de la mort, et puis le reste du temps, on parle de nos boîtes, de notre vie, de je sais pas quoi. C'est de montrer comment elle fait partie de notre vie, de nos réussites, de nos échecs, de ce qu'on est, en fait, en tant que personne. Non, mais écoute, hyper cool. Allons-y. Moi, juste en résonance par rapport à ce que tu me dis, je suis métisse malgache. Et dans la culture malgache, la mort, il y a ce qu'on appelle, je vais le dire avec un accent pourri, mais le famadine, c'est en fait, on retourne nos ancêtres, donc on retourne les morts. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer le linceul de celles et ceux qui nous ont quittés. Et en fait, c'est l'occasion de faire une énorme teuf avec toute la famille. Donc au bled, c'est toute la famille, c'est beaucoup de monde, mais c'est hyper chouette. Et moi, j'ai un souvenir. On avait fait le retournement du coup, notamment de mon grand-père en 1996, et j'avais un souvenir de teuf
assez incroyable. Tu vois, on avait tué un zébu, il y avait 300 personnes. Tout le monde fait à bouffer dans le village. Et c'est côté finalement hyper festif. Où t'écoutes... tu rends hommage des morts, mais en te souvenant de ce qu'ils ont été en tant qu'êtres vivants, quand ils étaient vivants, etc. C'est assez chaleureux. Et toujours en résonance, c'est vrai qu'une culture que je connais moins bien, mais en Amérique latine, tu as le jour des morts, je pense, dans pas mal dans pas mal de pays. Et là où nous, en effet, tu dis que tu as vu sans funérailles. Moi, j'ai dû attendre très longtemps avant d'aller à un enterrement, parce que je pense qu'on est préservé. Tu vois, mes parents me disaient non, il est trop petit, un enterrement c'est triste, on va pas l'emmener. Oui, et déjà, on pourrait, alors la coach que je suis saute au plafond quand on voit que toute notre société essaie de nous éviter de la tristesse, alors que c'est une des émotions fondamentales. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais effectivement, il y a un truc où c'est caché. Et qui fait que derrière, on devient tous hyper pudiques par rapport au sujet. Exactement. Et le fait que tu veuilles Moi, j'ai pas l'impression que ça soit un sujet... j'en ai parlé, je pense que j'en parle librement. Ça me rend triste, évidemment, quand on en parle. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait de la pudeur, parce que ça fait partie... tu vois, moi, ça a été un moteur... pour répondre un peu au sujet, quand mon père est mort, il y a eu une sorte d'interrupteur qui a été trigger dans mon cerveau, où quelque part, je me suis dit, putain, t'as plus le temps. C'est ça que tu t'es dit. Ouais. Alors, n'allons pas trop vite. Justement, tu parlais de... T'as été métisse, malgache, français. T'as grandi où Alors, c'est quoi ta vie moi, je suis lyonnais de base. Précisément, je suis né à Villeurbanne, 1980. J'ai 45 ans. Oh là là, il est vieux. Et ma vie, elle est... écoute, je pense que j'ai eu un parcours hyper... classique. Je sais pas si c'est classique, mais... j'ai vécu... mes parents sont séparés très tôt. J'allais dire, j'avais une enfance heureuse. Ça, c'était quand même relou. Ça a été un moment dur. Mais c'est pareil, en fait. En grandissant, je me suis rendu compte que c'était le cas de plein d'enfants. Moi-même, je me suis séparé après. Et je pense que tout dépend de la manière avec laquelle on fait. C'est des parcours de vie à partir du moment où... Enfin bref, ça fait partie tu vois, d'une forme de singularité que je me trouvais quand j'étais gamin, et puis en fait en grandissant, je réalisais que ça avait somme toute rien de très très singulier, et je considère que j'ai pas une enfance ou un parcours jusqu'à ce que je sorte des études. J'ai un parcours qui est pas très singulier, donc j'ai fait une prépa, je suis allé en école de commerce, et puis j'ai commencé mon parcours dans la tech, sur des fonctions commerciales. Que j'ai fait un parcours donc bizdev. Je suis devenu directeur commercial assez rapidement. Ensuite, j'ai enchaîné sur de la direction générale. J'ai enchaîné ensuite sur de la création de boîte en tant que salarié associé et cofondateur. Et jusqu'à en fait, effectivement, en 2018, c'est un des catalyseurs, en effet. En 2018, je suis dans une situation où je gagne très 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 bien ma vie. J'allais dire trop bien, mais non, en fait, je la gagnais très très bien. J'attends, j'apprends que je vais avoir mon deuxième enfant. Et en fait, je commence à me rendre compte que je suis en train de m'enterrer dans du confort professionnel. Tu vois, je suis en train de me dire, faut que je m'achète un penthouse, donc un super appart, etc. Et puis... Et jusqu'à présent, tu te posais pas trop de questions. Si, alors je me suis posé des questions, pour être honnête, je me suis posé des questions. J'ai un parcours où donc je rembobine en fait ma vie, mais on va dire de 25 à 30 piges, je suis dans la rat race, c'est-à-dire que je suis vraiment en train de me dire, putain, je regarde mes potes, je regarde combien ils gagnent, je regarde à quelle vitesse ils attrapent des promos. Et puis, je suis vraiment dans la comparaison, je pense, excessivement malsaine, de combien ils gagnent, combien je gagne, et pourquoi pas moi, à la course. Et puis je me rends compte, fort heureusement d'ailleurs, que cette course, elle a pas de fin, parce que quoi que je fasse, malheureusement, je vais tomber sur une meuf ou un mec plus smart, mieux payé, et en fait, je me rends compte que
ça n'a pas de sens. Et je commence à me dire, ok, je gagne bien ma vie, mais je commence à regarder le sens au travail, est-ce que je suis heureux dans ma vie, est-ce que mon taf me plaît. Et en fait, le paradoxe, c'est que d'un côté, la scorecard, j'ai coché toutes les cases pour lesquelles j'ai été conditionné. Elles sont cochées, mais je suis pas heureux. Donc ça, c'est un peu avant 2018. Ouais, ça, je pense que ça commence à arriver en 2000. C'est très sous-jacent, mais c'est 2015-2016, tu vois. Et 2018, avant que j'apprenne que en fait, j'apprends que mon père est malade et en fait, il meurt 1 mois et demi après, cancer du cerveau avec, la phase d'aphasie. Enfin, il parle plus, il n'arrive plus à parler, donc c'est hyper dur pour se dire au revoir, etc. Donc ça veut dire que ça a été fulgurant. Ça a été fulgurant, dinguerie. Il avait quel âge ? Oh, il a une belle vie, il est mort à 86 ans. D'accord. Mais bon, oui, mais il n'y a pas d'âge. Enfin, il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il serait mort à 150 ans, j'aurais été triste pareil. Oui. Toi, tu es passé de mon père est là, il va bien, à mon père est malade, il va mourir. Écoute, je passe de mon père m'appelle un jour. Et puis en fait, il arrive. Il commence à me parler lentement. Et tu sais, moi, je suis un peu bête sec. Et je lui dis, putain, papa, allez, t'es fatigué, on se reparlera demain. Tu vois. Et puis en fait, on se rappelle, je sais pas, 2-3 jours plus tard. Et puis là, je me rends compte que c'était, tu vois, le phrasé, il est pas ouf. Alors que jusqu'à présent, à chaque fois que tu lui parlais, c'était normal. Ouais. Et qu'il trouve pas ses mots, il arrive plus à finir les phrases. Et en fait, je vois une dégradation fulgurante en, je sais pas, 1 semaine. Où là, effectivement, c'est hyper choquant parce que tu sais, en fait, dans ton fort intérieur, tu sais que il se passe une dinguerie, mais t'as quand même envie de te mentir à toi-même en disant non, mais ça va aller mieux, etc. Mais dans le déni, ça va hyper vite. Et effectivement, cette phase-là fait que, tu sais, quand il décède, je crois que j'ai cumulé toutes les. J'avais lu dans un article où on t'expliquait que les phases de crise existentielle, t'as les déménagements, j'ai jamais compris pourquoi, admettons. T'as les décès, t'as l'arrivée d'un enfant et t'as les changements de job. Et en fait, moi, en 2018, j'ai tout cumulé. En une année, quoi. Ouais. Ah oui. Et Fast life. Ouais, mais en fait, je suis hyper content d'avoir vécu. Parce que c'est très décousu, mais c'est pas grave. Vas-y, c'est parfait. Parce que je trouve que se questionner, c'est une chance de ouf. Et que ça te permet d'avoir la chance, l'occasion, de devenir une meilleure version de toi-même. Donc, ouais, non, je suis content d'avoir vécu. Je suis pas content que mon daron soit mort, mais voilà. je suis content d'avoir vécu, quoi. Et le fait d'avoir vécu tout ça en même temps, j'entends à un côté, t'avais pas le choix que de te questionner. Oh, alors, je pense que si, t'as toujours le choix de pas te questionner. T'as des gens qui se questionnent pas, tu vois. Mais en fait. Preuve de mauvaise foi. Non, mais attends, tu vois, on parle de la crise de la quarantaine, etc. Mais t'as plein de gens qui la vivent pas en vrai, tu vois. Et puis, tu vois, moi, je me suis séparé. Je suis en super bon terme avec la mère de mes 2 premiers enfants. C'est pareil, c'est une chance, mais en fait, la chance, on a travaillé sur nous, etc. Donc, en fait, quelque part, tu la provoques. Même si ce discours, elle a des limites, mais bon, tiens, quelque part, on s'est donné les moyens d'eux, tu vois. Mais t'as plein de gens, moi, autour de moi, j'ai des gens autour de moi qui sont malheureux dans leur couple, qui partent pas. Oui, parce et je peux pas te dire qu'ils ont tort. C'est juste des choix. Voilà. Chacun fait comme il peut. Voilà, exactement. Mais en tout cas, moi, tu me demandes la petite conclusion de tout ça, c'est que je suis quand même hyper content d'avoir pu me questionner et que je suis bien plus fier du mec que je suis maintenant que du mec qui avait 37-38 piges, qui pétait dans la soie, mais qui était peut-être pas fini, quoi. Et qui se comparait à ses potes. Ouais. Et donc, du coup, grosse crise existentielle en 2018. Ouais. Comment tu l'as vu, cette crise ? Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là ? Écoute, je passe d'une dynamique où je suis en train de me dire je suis max au taf, j'ai de l'oseille, je vais m'acheter un penthouse. Donc, en fait, je consomme. Et dans cette même veine, tu vois, je dis souvent, je pense que c'est que je me suis réveillé d'un demi-sommeil où j'ouvre mes placards, je me rends compte que j'ai des sables de partout, j'ai des paires de pompes de partout, j'ai trop de paires de skis dans ma cave pour un mec qui habite Paname et qui va skier que 10 jours par an, tu vois. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, je me rends compte que je dépense de l'oseille, je sais pas, quelque part peut-être pour exister, ou de manière hyper machinale, en fait.
tu vois, hyper schématique. Aucune conscience. Pas de conscience, quoi. Tu vois. Donc là, tu te réveilles. Alors, je pense que je me réveille pas tout de suite, mais tu vois, le fait de me dire, je vais quitter mon taf et je vais aller entreprendre parce que j'ai envie en fait, j'ai plus envie de gagner de l'oseille en empruntant un chemin que j'aime pas, tu vois. Et puis j'ai pas envie finalement d'être j'ai pas envie d'être un mec que j'aime pas, quoi, tu vois. Aussi simplement que ça. Ouais, mais c'est vachement dur de dire ça, je crois. Tu sais, de te regarder dans la glace et de dire j'aime pas ce que je suis devenu. Ouais, j'aime pas. C'est dur. Parce que c'est dur, parce que déjà, quand t'as de l'ego, c'est quand même. Tu vois, c'est comme quand des fois tu te mets dans la glace, tu te dis, je suis moche. Ça m'arrive jamais. Moi non plus. C'est les autres. Ouais. Non, en fait, ça, c'est pas agréable. Et puis, encore une fois, par ailleurs, tu vois, quand tu mates, j'ai regardé ma scorecard, je dis, en fait, j'ai coché tous les trucs qu'il faut faire dans la life pour être bien. Et en fait, non. En fait, moi, je trouve qu'il y a eu alors, j'ai un parcours très différent du tien, même s'il y a des points communs, mais moi, le truc, j'avais le syndrome de la première de la classe, moi. Ouais. Et le moment de révélation, c'est pareil, j'avais coché les trucs. Et moi, je me suis dit, oula, je me suis fait avoir, en fait. Le contrat, j'ai fait ma part du contrat. Si tu fais tout ça, alors tu seras heureuse. Et j'étais là en mode, mais c'était une arnaque, en fait. Non, mais après, c'est dur de dire, parce que, en fait, moi, je vis une phase à ce moment-là où je tire sur la pelote de laine, et en fait, j'ai l'impression que plus je tire dessus, et plus je vois des indicateurs qui sont pas bons, tu vois. Et je comprends vachement aussi pourquoi, parce que c'est un passage de ta vie, d'introspection qui est hyper dur à vivre quand même. Tu le fais seul d'ailleurs ou tu te fais accompagner par un thérapeute? Au début, je le fais seul. Et puis, non, après, je fais de la thérapie. Mais là, c'est pareil. C'est pour ça que je pense que je bascule dans une meilleure version de moi-même. Moi, pendant très longtemps, j'ai découvert que les gens allaient chez le psy. Je pense, j'ai 32 ans, 33 ans. Je suis manager. Je découvre que les gens vont chez le psy. Et mon premier réflexe, je te jure, c'est de me dire... ils sont malades. J'adore. Ouais, vraiment. T'es saut 1980. Ah, je dis, putain, ils sont trop malades, ces gens, tu vois. Ouais. Mais parce que je suis un mec hyper binaire, parce qu'en fait, je me suis pas questionné à l'époque, parce que à l'époque, je suis hyper heureux. Enfin, tu sais, à 30 piges, t'as que des bonnes nouvelles dans ta vie. Hein. Oui, et puis surtout, tu te poses des cartonnes au taf, tu te maries. En fait, t'es en train de cocher les cases. Donc, en fait, tu sécrètes de la dopamine. Ouais, c'est clair, t'es occupé. Et donc, je me dis, putain, les gens sont trop. Les gens qui vont chez le psy, ils sont chelous. Ouais. Mais vraiment. J'adore. Zéro empathie, affreux. Et donc, en 2019, quand je commence à aller voir un psy, je me souviens, avant de monter, je sonne et tout, avant de monter dans la salle d'attente, il y a une part de moi-même qui dit, ça y est, John, t'es cassé. T'es broken. J'adore, c'est comme le sketch de Gad Elmaleh où il dit, les gens, je me fais suivre, je vois quelqu'un, personne dit, je vais voir un psy. Et je me dis, putain. C'est fini. T'es fucked up et tout. Vraiment, je me dis ça. Et ça prend du temps, mais je trouve ça génial parce que, tu vois, c'est de la reprise de contrôle sur soi, sur sa life. Et en vrai, je sais pas, la métaphore, c'est tu préfères être dans une caisse et c'est quelqu'un qui conduit et tu sais pas où ça va, ou tu remets les mains sur le volant et... Surtout quand tu te rends compte que la destination te plaît pas. Ah ouais. Ouais. Et donc, 2018, tu quittes ton taf, tu montes ta boîte. Ouais. Je quitte mon taf en 2018. Je quitte mon taf, ouais. Combien de temps après la mort de ton père? Fin d'année. En fait, ça allait très très vite. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez cathartique où refais-nous le timing exact. Il est mort quand? Mon père meurt le 2 juillet. Okay. J'apprends qu'il tombe malade, je pense, genre toute fin mai. Ouais. Et en décembre, t'es out. Toute fin mai. À partir de mi-juin, il parle plus. Enfin, tu sais, il est allongé dans un plumard. C'est affreux. Et en fait, là, je suis déjà en train de... Enfin, ça va hyper vite, mais je pense que dans ma tête, je suis en train de basculer en me disant, en fait, ok, ben, la prochaine balle, elle est pour toi. La prochaine balle de la vie, elle peut être pour toi. Et j'avais ce côté hyper naïf. Et j'ai perdu ça. Je pense que j'ai perdu de l'innocence à ce moment-là. Où tu te dis, quand t'as tes darons, tu les appelles pas trop, enfin, tu les appelles, mais tu sais que t'as un problème, tu peux rentrer à la maison. Tu vois. Et quand tu perds un parent, ben, tu perds ça. Tu vois. Tu perds une forme de refuge, je sais pas si elle est intellectuelle, psychologique, enfin bref. Et du coup, je me dis, t'as plus le temps. Tu n'as plus le temps d'attendre. Et peut-être même que je me dis, t'as
plus le temps de gâcher ta life, tu vois. Ouais, de te laisser vivre dans un truc qui ne te convient pas. Et en fait, ça a généré une forme d'urgence que j'ai encore aujourd'hui, je pense. Tu vois, mon rapport au temps qui passe, la mort probablement, mais au temps qui passe, il est très fort à cause de ça. Ouais. D'urgence, de faire quelque chose avant. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas si ta vie c'est un match de foot. J'ai 45 piges, c'est la deuxième mi-temps là déjà. Tu vois. C'est ça que tu te dis? Ouais. Mais c'est ok, c'est comme ça, le manège il tourne. Mais c'est juste en fait, du coup, deuxième mi-temps, t'es plus à la 10e minute, quoi. Tu vois. On te coachera là-dessus si tu veux, parce que tranquille, il y a rien, il y a nulle part où aller. Bah ouais, enfin tranquille. Je te dis pas que c'est. Je pense que c'est ok de le verbaliser. Enfin, tu vois, moi, j'en tire de l'énergie. C'est quoi qui se joue pour toi? Il y a des choses que je veux réaliser absolument? Je pense que j'ai. Tu sais, quand tu réalises que quelque chose il y a un côté précieux. Et quand c'est précieux, autant donner du sens à chaque moment que tu passes. Tu vois. Autant le faire avec intentionnalité. Et intensité. Ok. Ouais. Mais je le vois pas comme une névrose. Oui, non, il y a pas. De toute façon, moi j'aime bien dire, on a certaines croyances ou certains fonctionnements, ils sont toujours d'abord moteurs, et puis un jour ça peut devenir limitant pour d'autres raisons. Et puis tu pourras t'en débarrasser à ce moment-là, comme j'aime bien dire. Peut-être. Mais est-ce que ça m'évoque quand tu dis ça? Je me souviens très bien d'un garçon que j'avais financé, j'avais financé sa boîte quand j'étais investisseur. Ouais. Et il nous a pas dit, en fait, on était en train de closer le tour. Alors je l'embrasse, il s'appelle Reda. Je t'embrasse, Reda. Il nous a pas dit qu'en fait, il était en train de perdre son père. Parce qu'il s'était dit, bah là, on est en train de négocier les term sheets et tout. Alors qu'il vivait du coup un calvaire à ce moment-là. Ouais. Non, et il nous l'a dit le jour une fois qu'on a signé, je me souviens, on avait tous pris un pot après, et il m'a dit, Mounina, il faut que je te dise un truc, en fait, mon père est mort il y a quelques jours. Et il l'avait accompagné, en fait, ça faisait plusieurs semaines qu'il l'accompagnait. Il m'a dit, mais du coup, en fait, je sais pas ce que je vais faire de la boîte, je sais pas ce qui va se passer, juste après le closing. Parce que j'ai pris conscience d'un truc, c'est que notre denrée la plus précieuse, c'est le temps. Qu'il n'y a rien d'autre qui compte, en fait. Et moi, je sais pas, ça me rappelle ça, effectivement. Ouais, mais je suis exactement dans ce mood-là. Ouais. Et du coup, donc fin d'année, tu te dis, bon, je vais aller faire une boîte qui me ressemble. C'est quoi le... Ouais. C'est exactement ça. Alors c'est aussi conjugué à une analyse de mon secteur qui, tu vois, moi j'ai toujours bossé. Donc j'ai Shodo est une ESN. Explique pour les gens qui savent pas ce que c'est. Voilà, donc entreprise et services du numérique, c'est le nouveau nom des SS2I. Donc en fait, on est une société. Nous, on va accompagner des clients de toute taille dans la réalisation de leurs projets informatiques. Grosso modo, on va salarier nous, en l'occurrence, on va salarier des experts en dev logiciel, experts et expertes en dev logiciel, qui vont venir soit de manière, tu sais, sur un procédé de facture du jour homme, enfin du temps, vont venir renforcer des équipes clients. Soit on va avoir une approche, on va apporter de la valeur via des offres ou via du projet, enfin via des équipes. Donc c'est ça notre particularité. Après, la particularité de ce secteur également, c'est que c'est un secteur qui connaît un énorme turnover depuis, on va dire, 2014, 2015, il y a un essor du freelancing dans ce secteur-là, une ubérisation de luxe. Donc c'est-à-dire que les gens, ils se mettent à leur compte au lieu de venir bosser dans une SS2I. Les gens se mettent à leur compte pour ne plus se faire tondre dans des boîtes. Et le turnover, il provient du fait que le modèle, l'expérience salariale qui existe de manière traditionnelle, elle respecte plus des attentes donc sectorielles, encore une fois, je te parle pas de l'ensemble je parle pas au nom de tout le monde du travail évidemment, mais les attentes sectorielles, c'est ça je pense que c'est cross-secteur, c'est plus d'équité dans la REM, parce qu'en fait il y a prend des marges avec des augmentes qui sont hyper cool, les gens sont très bien payés, on peut pas dire le contraire. Néanmoins, la part de gâteau il y a beaucoup de gens que je connais qui étaient soit consultants, qui me disaient le jour où ils ont vu ce que leur boîte facturait
Et ce qu'eux gagnaient, ils s'y sont tous le gâteau, barrés, c'est tu prends 10% du gâteau de ce que tu as produit. Ils sont tous mis à leur compte. Exactement. Donc, c'est équité dans la rémunération. C'est, tu vois, comme ces boîtes-là sont hyper drivées par la marge, par les bidas. En gros, on va dire, Mounia, demain, tu as une intervention, tu vas animer une formation, mais en fait, tu vas la préparer sur ton temps perso. Parce qu'en fait, si on te sort, c'est de la facture qu'on perd, de la marge qu'on perd, etc. Donc, en fait, je te file une prime, tu vas le faire sur ton temps libre. Donc, en fait, c'est un secteur qui monétisait la sphère privée au détriment justement de la sphère pro. Donc, ça, c'est la deuxième spec. Donc, la harmonie vie pro, vie perso. Et puis, effectivement, au-delà de ça, c'est la répartition de la valeur. Les gens partent parce que... en fait, voient ces boîtes-là comme juste un passe-plat de tu me payes un salaire et tu me trouves une mission. Donc, en fait, on avait des specs qu'on a nourris tu vois, en échangeant que plusieurs centaines de devs. Que ce soit quand moi, je faisais de l'appui au recrutement ou quand je faisais des offboarding avec des gens, malheureusement, qui partaient. Et donc, on a repensé un modèle en 2019, quand on s'est lancé. Avec plusieurs associés ? Ouais, on était deux. Je suis parti cofonder Showdog avec Guillaume Ferron, que j'embrasse. Donc un modèle qui justement met en place qui est basé sur la transparence des salaires et des marges, la répartition de la valeur. Donc on fait rentrer nos salariés au CAPI. Et puis justement, on va redistribuer la marge excédentaire en temps libre. Professionnel. Donc en gros l'idée c'est, tu vois, typiquement tu as du temps libre, c'est du travail non facturable qui va te permettre de progresser, de te former, de devenir meilleur demain parce que c'est un monde qui évolue hyper vite. C'est du temps libre que tu vas prendre aussi pour pouvoir te reposer parce que moi je suis persuadé que des gens qui prennent soin d'eux, qui se reposent, etc. cartonnent au taf davantage que des gens que tu fais partir dans le ciel avec des burn-out. Moi j'aime bien dire que ça a une vertu business d'être bisounours. Au-delà de nos valeurs, c'est comme ça qu'on a envie que le monde avance. Même si on était purement drivé par l'argent, on serait quand même. Je te le reformule en te disant que pour moi le chemin il compte autant que le résultat. Mais un beau chemin sans résultat, ça m'intéresse pas. Oui, c'est les deux. Et je le fais parce que je considère que cette manière de bosser là, c'est celle à mon sens qui nous permet le plus d'attirer. Je vais employer une expression affreuse déjà, d'attirer des Top Gun. Parce qu'à partir du moment où tu mets des gens dans un environnement de travail où ils sont bien payés, ils ont rien d'autre à penser que d'être bons en taf. C'est le cadre qui fait la diff et je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Showdog ? On va finir l'année à 175 sur une dizaine de boîtes. Paris, on établit à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse et La Réunion. Et t'aimes bien le patron que tu es devenu ? Ouais. J'aime bien l'homme, j'aime bien le patron. Je trouve que tu vois, je me sens hyper aligné. Et ce que je te dis, j'aime beaucoup mieux la version de moi-même actuelle que celle d'avant. Tu gagnes plus ou moins de pognon qu'avant ? Je gagne moins de pognon qu'avant. Alors que t'es patron ? Ouais, mais je gagnais. Alors, enfin, le métrique, je gagnais énormément d'argent en tant que. Enfin, dans ma boîte d'avant. Et je gagne très bien ma vie quand même aujourd'hui. Et je suis en train de. Tu vois, la valeur, on la construit différemment dans le sens où ma boîte, c'est le patrimoine. Ouais. Tu vois. Oui, donc tu construis aussi un truc à long terme. Ouais. Comment est-ce que tu penses que si t'avais pas perdu ton père, est-ce que t'aurais monté Showdog comme ça ou pas ? Ou est-ce que t'aurais sincèrement, je pense que oui, mais pas tout de suite. Et du coup, le corollaire de ma réponse, c'est que peut-être pas. Parce que je te dis encore une fois, ça a vraiment créé une forme d'urgence chez moi. T'étais dans une prison dorée, tu te disais demain. Et là, c'était en mode non, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ouais, je pense que je me serais probablement plus acheté un penthouse, repris un prêt de ouf et en fait remis une pièce dans la machine, tu vois. Okay. Donc ça t'a permis de pas remettre la énième pièce dans la machine.
Ça m'a fait économiser une pièce dans la machine, ça c'est sûr. Ça m'a fait gagner du temps aussi, je pense, dans une forme de réalignement avec moi-même. Et en fait, tu vois, je te dis, j'aimais pas le mec que je devenais et j'aimais pas non plus. Je trouve que la manière avec laquelle je bossais était pas alignée avec mes valeurs. Et en fait, Guillaume, mon associé, il dit un truc qui est cool. Il dit, lui, il dit qu'il a pas envie de réussir avec les mêmes codes du secteur. Et en fait, du coup, on essaye de réussir avec un autre terreau qu'on trouve meilleur. Enfin, d'autres critères aussi de mesure. Voilà. Et en fait, tu vois, moi, il y a quelque chose qui était hyper important, c'est que dans mon identité, tu vois, dans mon identité, je le dis hyper volontiers, je suis un entrepreneur de gauche. Et en fait, à l'époque, je bossais comme un mec de droite, quoi. Tu vois. C'est hyper OK, il n'y a pas de clivage, mais c'était pas mon identité. Voilà. Donc oui, il y a, comme tu dis, un alignement. Ouais. Comment tu... Donc on a commencé cet épisode où tu disais justement que finalement, t'as pitché à l'événement, je sais plus comment il s'appelle le truc. Inspire sur scène. Inspire sur scène. Ouais. T'as pitché ta boîte comme si tu l'as pitché à ton défunt père. Ouais. Et que ça a touché les gens. Toi, En fait, tu passes un coup de fil. Et en fait, les gens comprennent pas, mais je suis en train de parler à mon père de l'au-delà. Okay. Tu sais, il y a une grande lumière qui descend du plafond et tu lui expliques ce que tu fais. Et en fait, ouais, il y a un comédien qui fait une voix off qui est incroyable parce comédien génial, il s'appelle Olivier Hamel. On se voit 30 minutes au débeauté avant de monter sur scène. Bon, il avait eu le texte, etc. Mais tu vois, on se fait une générale. On se fait un filage, quoi, tu vois. Et je sais pas te dire, c'est incroyable. Tu sais, c'est un moment de grâce. Au bout de 4 phrases, je me dis, c'est pas mon daron, mais c'est comme si c'était mon daron, ça va le faire. Tu vois. Ça va le faire. Et tu sais, j'avais acheté des bières, je rentre dans la loge, je me mets des bières, je suis hyper serein. Mais hyper serein, zéro strac, j'ai hyper envie de monter sur scène, j'ai envie d'en découdre, enfin, c'est de la bonne énergie, pas de trac. Et j'ai passé un moment hyper cool, tu vois, cathartique, comme si je lui avais parlé. Et ça m'a fait du bien. Et depuis, est-ce qu'aujourd'hui, il est présent dans ta vie ? Ouais. Bah, tu sais, enfin, je sais pas, tu as perdu ta mère, donc c'est ça qui est hyper beau, c'est que je pense qu'il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas un jour, je pense pas à lui, non, c'est des jours, je pense pas à lui, tu vois. Mais comme avant. Mais ouais, mais c'est hyper doux. Il est présent dans ta vie, quoi. C'est ça. Ouais. Okay. Et par exemple, qu'est-ce que tu dis à tes enfants sur leur grand-père ? Quand ils me posent des questions, je leur dis qui il est, tu vois, je leur ai montré des photos, c'est très abscon, hein, pour eux. En plus, moi, je suis dans une famille recomposée, donc on entend dire que ils appellent grand-père plein d'autres personnes, mais ils savent qui est mon papa, et en fait, l'occasion, Mouniat, elle s'est encore pas posée, je pense, de vraiment en parler de manière profonde. Mais tu vois, l'autre jour, je tombe sur, je sais pas pourquoi, je tombe sur mon iPhone et puis je vais dans la messagerie. Ah si, il y a ma meuf qui me dit, est-ce que tu te souviens du premier message que je t'ai laissé ? Je dis non, pas du tout. Et elle me dit, vas-y, écoute-le. Elle me dit, vas-y, écoute-le, etc. Donc je fouille dedans, etc. Je l'écoute et en fait, juste avant, enfin dans la temporalité, enfin en fait, je retombe sur, du coup, je vais plus bas, je scrolle plus bas. Et en fait, j'arrive sur un message, j'ai plein de messages vocaux de mon père et j'en écoute un. Je sais pas pourquoi il m'appelle, tu sais, pour une connerie. Et vraiment, je me dis, putain, il m'appelle pour une connerie, tu vois. Et je me suis dit ça, tu vois, et j'ai trouvé ça bien parce que il y avait pas de tristesse. J'écoute le message, je dis putain, message de merde encore, tu vois. Je me suis dit ça, mais ça m'a fait, tu sais, comme quand il est là, quoi. Tu vois, tu dis ça de tes parents quand ils sont là, en fait. Il y a pas besoin de. Parce que c'est justement ça qui est beau, c'est que quand je pense qu'on ne profite pas assez de ses parents. Oui. Dans les choses simples. Dans les choses simples. Putain, il me fait chier, tu vois. Alors qu'en fait, t'es content quelque part. C'est ça, exactement. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, c'est quelqu'un m'avait dit, mais faire le deuil, qu'est-ce que ça veut dire faire le deuil ? Parce que voilà, comme tu dis, la blessure, elle est là, elle est cicatrisée, et puis elle est toujours là quand même, et c'est ok. En fait, à un moment, on la trouve belle cette blessure, et on n'a pas envie de s'en débarrasser. Mais quelqu'un m'a dit, c'est juste réinstaller
la personne décédée dans une nouvelle identité, où dans cette identité, il se trouve qu'elle n'est pas là physiquement, qu'elle est morte, mais elle est là, quoi. Enfin, quelque part. Et par exemple, moi, je fais attention, n'exagérons pas, mais je parle très souvent à mes enfants de leur grand-mère. Mais des choses simples, on est en train de prendre le petit-déj, je vais dire, votre grand-mère, elle adore mettre du cumin dans ses œufs. Ouais, c'est hyper beau. Tu vois ce que je veux dire? Elle adorait, je parle pas non plus au présent, elle est plus là, mais elle adorait mettre du cumin dans ses œufs à la coque. Des trucs simples, quoi. Moi, je fais des croque-monsieur à mes gamins, et c'est une recette que m'a appris mon daron. Et ils le savent, tu vois. Donc, t'as une forme de transmission qui est hyper cool. Mais je suis d'accord que faire son deuil, après, c'est une expression qui a ni queue ni tête, mais remettre... c'est des équilibres. Enfin, finalement, quand t'es gamin, tes piliers, c'est tes parents, ou tes frères et sœurs, enfin, c'est tes parents. Puis tu rencontres ta meuf, t'as des enfants, en fait, les piliers, ils bougent, c'est un peu ça. Et quand les gens partent, je sais pas comment dire, mais je suis d'accord, l'image, je la trouve belle. Ouais. Et donc, pour revenir à ma boîte, parce que tu m'as quand même posé une question par rapport à ça, je pense que ma sensibilité politique, ma conscience politique, c'est un héritage de mon daron. Et je pense que quelque part, c'est tout le paradoxe, mais ma boîte, c'est une mise en mouvement de mes convictions à la fois entrepreneuriales, sociales et politiques. Sauf que, tu vois, moi, je fais pas ça dans une démarche. C'est pas un parti, mon délire. Donc, je suis pas en train de. T'es pas militant. Je suis pas. Le militantisme idéologique, il a des limites. Je trouve que dans l'entrepreneuriat, la seule manière qui fait que tu peux plier le game, etc., c'est t'as des résultats, t'as pas de résultats. T'as des résultats, les gens vont commencer à regarder ton playbook. Juste, tu vois, juste t'es gentil. Enfin, parce que t'as. Ce que j'ai dit, putain, l'autre jour, on avait un codir et je pense que j'ai choqué mon board. Je leur ai dit, les gars, on a fait des trucs, je suis hyper fier de ce qu'on a mis en place dans les mesures sociales, dans les mesures inclusives, dans les mesures de redistribution. Je suis hyper fier. C'est mes valeurs, elles me sont chevillées au corps. Mais j'ai pas du tout envie qu'on se souvienne de Chaudot parce que, comme d'une boîte de gentils. Ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est les deux. C'est pas d'opposer la performance économique avec avec le bien-être et les mesures. C'est au contraire, c'est de trouver. Et les mesures RH. Ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression que ton envie, c'est de trouver cet endroit où l'un nourrit l'autre. Ouais, et puis c'est surtout de dire, mais en fait, ça fait combien de temps que les gens ils s'opposent en politique sans jamais s'entendre? Il y a très peu de chances, à mon avis, que d'avoir un consensus juste sur la base d'idées économiques et politiques, ce qui fait qu'à un moment donné les gens ils vont te dire ok, le mec il est crédible, c'est sa boîte elle cartonne, ça marche, y a pas au revoir, ça personne peut dire non. Quelles sont justement les mesures qui sont différentes dans ta boîte par rapport à la plupart des entreprises de ton secteur ou d'autres. Déjà, tu vois... Moi, j'aime bien lire tes posts LinkedIn parce qu'à chaque fois, je me dis « Oh, mais ce serait bien si tous les patrons étaient comme lui et tout. » Non, la transparence des salaires, je pense que on a mis ça en place très tôt, en 2019. Donc tout le monde est au courant du salaire de tout le monde. Ouais, alors le salaire fixe, on a la transparence des salaires fixes, nous. On a mis un simulateur de revenus qui permet... quand tu affiches ta seniorité, ton taux journalier, de connaître exactement ce que tu génères en marge, etc. Enfin, tu vois, le display de la redistribution. Et en effet, ça, c'est ce que tu évoques, c'est le stade 4 de la transparence. On est entre le stade 3 et le stade 4, c'est-à-dire tout le monde connaît les salaires fixes, tout le monde peut avoir l'info, mais nos salaires sont pas affichés. Enfin, moi, le mien, il est affiché. Nos salaires de dirigeants sont affichés. Les salaires des gens du staff sont affichés, les salaires des devs, tu peux avoir l'info hyper facilement. On se croise demain, je te dis salut Mounia, t'es facturé combien, je sais exactement. Je peux aller dans le simulateur et voir combien. Je sais exactement combien tu vas toucher. Mais du coup, ça enlève une espèce de pression tabou. Ça enlève les gens s'en foutent en fait. L'argent n'est plus un tabou. L'argent devient une forme de non-sujet. Et moi, j'aime bien dire que, en tout cas, une des bases dans le management pour moi, c'est de donner d'abord, pour mieux recevoir ensuite, pour que la personne n'ait plus aucune excuse de ne pas être à l'attendu, par exemple. Tu vois. Donc la transparence des salaires, on a fait ça. Attends, juste sur cette mesure-là, est-ce qu'il y aurait est-ce que
toi, tu vois pas pourquoi toutes les boîtes, tous les dirigeants s'y mettent pas? Ou est-ce que tu dis non, quand même, il y a des écueils, il y a des inconvénients à ça tu vois, on peut être aussi te dire moi, je le fais. J'ai plein de manières de te répondre. On l'a fait il y a 7 ans. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et je considère que c'est une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises et que c'est un avantage concurrentiel de ouf. Au-delà de ça, je comprends complètement pourquoi toutes les boîtes ne le font pas. Déjà, nous, on l'a fait très tôt. C'est beaucoup plus simple de le faire tout de suite que d'aller transformer ta culture. Une fois qu'il y a de la dette, on sait qu'il y a des différences de ouf. Voilà. Faut que ça soit, tu vois, que ça soit une conviction qui vienne de la part de toute la direction, etc. Parce que toutes les transformations ne se font pas sans douleur. Donc c'est plus facile quand on commence évidemment. Que quand il y a du passif. Ouais. Évidemment. Et puis en fait, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est comme tout. Ça dépend quel est. Tu vois, tout à l'heure on parlait des objectifs et puis cartonner, c'est quoi? En fait, si cartonner, c'est d'avoir un EBITDA qui part dans le ciel, bah, t'as des boîtes qui partent dans le ciel sans transférence des salaires. Donc, si c'est ça ton objectif, bah, fondamentalement, t'as raison. Tu vois? Si ton objectif, tu vois, moi, je te parlais de chemin tout à l'heure. Pour moi, le chemin, il compte autant que le résultat. Bah, je n'ai pas envie de réussir en empruntant un autre chemin que celui-ci. Mais j'ai envie de réussir. Et puis aussi, ce que j'entends, c'est que dans ton secteur, il y a un turnover énorme. Voilà, moi j'apporte une réponse. Ce serait hyper intéressant de regarder le retour sur investissement. Très simple. Moi, mon turnover, tu vois, l'an dernier, il était de 5%. Là, il sera un peu plus de 6%. Et dans le secteur, je suis mieux disant que mon secteur qui est entre 25 et 30. Donc je vais faire entre 4 et 5 fois mieux. Et ça fait faire des économies de dingue à la boîte. Bah oui, de ouf. Parce que quand on va à l'école et qu'on apprend le marketing, on te dit l'acquisition, ça coûte bien plus cher que la fidélisation. Les bases. Et la base de la base. Et pourtant, dans mon secteur, on met tout sur de l'acquisition. On va te mettre des armées de recruteurs, recruteuses. On va te mettre du CAB, cabinet de recrutement, pardon. On va te mettre du label marque employeur. Et ça coûte très, très cher. Ouais. Sauf que derrière, quand tu as du turnover, le coût en fait, il faut t'intéresser au coût du turnover. Les études, elles te disent que c'est entre 50% du salaire, entre 50% et 100% du salaire annuel d'une personne. Le coût d'une démission, d'un départ, parce que notamment dans les ESN, tu as cherché le remplacement, les indemnités éventuelles, le coût de montée d'onboarding de la personne au début. La baisse de productivité que tu as, tout ça, c'est un coût qui est énorme. Ben oui, moi je suis persuadé que en fait, une boîte qui a 5% de turnover versus une autre qui en a 25, sur 10 ans, les économies, enfin, on avait déjà fait c'était amusé à faire des comparatifs. Ça se chiffre en millions, tu vois. Ok, deuxième mesure. On a fait suppression de la période d'essai par défaut chez les devs, parce qu'on considère que ça précarise inutilement et que en fait, tu vois, nous, je pense que notre marge d'erreur quand on recrute, c'est moins de 5%. Ça, alors comment vous avez fait pour avoir une marge d'erreur aussi faible? Parce qu'on pourrait se dire, notre approche je ne connais pas la personne et ça se trouve, ça va pas le faire. Ben, du coup, je vais t'expliquer. Cette mesure-là, on l'avait étendue à tous les profils. Grosse dinguerie. Grosse erreur. Je pense péché d'orgueil, forme de cargo culte. Tu tombes amoureux de tes mesures en te disant on a des mesures, elles sont hyper belles. Et en fait, il y a une mesure. Je suis un dirigeant de go. Elle doit t'apporter de la valeur. Une mesure qui t'apporte pas de valeur, poubelle. Au revoir. Okay. Conclusion, nous, on a du recul sur le marché, sur le recrutement des devs, parce qu'en fait, on recrute des devs comme on le fait depuis 2013-2014. Les gens avec lesquels je bossais déjà avec eux avant, on a du recul qui fait que notre marge d'erreur, elle est hyper faible. Parce que vous avez cette expérience. Parce que on a effectivement une expérience dans la manière de recruter, d'évaluer des devs qui est hyper sélective, mais qui derrière fait qu'on se trompe très 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 peu. Alors que sur les autres profils de la boîte, pas forcément. Sur le reste, sur les profils staff notamment. 1, on n'a pas le même recul. 2, un mauvais dev ou une mauvaise dev versus un mauvais sales ou une mauvaise sales, l'impact sur ta boîte, c'est pas le même. D'accord. Un mauvais sales fume ta boîte. Et puis surtout, ça, tu mets 6 mois à t'en rendre compte. Tu mets du temps à t'en rendre compte. Alors, ta boîte, elle est fumée. Ouais. Mauvais dev, ça va. Ouais. Tu vois. Donc, c'est aussi ça. Tu mets très peu de temps à t'en rendre compte. Enfin, ça... Ouais.
Et c'est pas le même enjeu. Et en fait, ça, donc voilà, cette mesure-là, on l'a mise en place. On a fait aussi mesure d'égalité. Comment vous avez rétropédalé sur le reste, du coup, sur les autres profils, à part les devs? Donc, c'est-à-dire, au début, vous avez mis comment on rétropédale ou pourquoi on rétropédale? Non, comment? Pourquoi on a compris? C'est que ça marchait bien quand on a de l'expérience. Moi, écoute, j'ai aucun problème à dire quand ça marche pas, rollback. Ah ouais, ça marche pas, en fait. Okay. C'est soit tu te dis. Et comme tout le monde est actionnaire, de toute façon, Ouais, mais c'est surtout nous, enfin, tu vois, alors, il y a des actionnaires et il y a des dirigeants. Et en fait, moi, je considère quand la boîte, quand il y a un problème dans la boîte, le premier responsable, c'est nous. Ouais. Ah, c'est moi. Donc tu fais ton rôle de dirigeant hyper. En fait, mais ça, j'adore parce que tu vois, c'est comme un peu l'éducation positive où les post-années 60, les gens se sont dit respecter nos enfants, il est interdit d'interdire et plus de. Et les enfants, alors qu'ils ont besoin de limites. Mais là, c'est pas interdire, c'est juste de dire quand t'es en train de te tromper. À un moment, tu incarnes ton leadership et vous dirigez la boîte et point à la ligne. Tu tombes, soit tu persévères dans ta dinguerie en te disant ma mesure, elle est belle quand même. Et le karma va nous sauver parce que je suis un dirigeant de gauche, tu vois, exactement ça. Soit tu dis, mais en fait, ça ne marche pas, c'est une mauvaise décision, et au revoir, terminé. Et en fait, je sais le justifier. Je le sais expliquer à quelqu'un du staff que j'ai pas du tout le même recul, etc., qu'avec quelqu'un qui vient du dev. Et c'est comme ça, en fait. Non, mais c'est intéressant parce que justement, des fois, on confond le fait d'être un dirigeant de gauche ou en tout cas de prôner des mesures sociales et le fait d'être de plus incarner son leadership et sa responsabilité à décider. C'est une erreur qu'on fait beaucoup. Tu vois, moi j'entends. Tu vois, dans les entreprises libérées, des fois, t'as l'impression que personne décide. Oui. Bah, les gars, si, en fait, tu décides. C'est pas parce que t'es une entreprise libérée qu'il n'y a pas de décision. Ouais. C'est pas parce que moi j'aime bien dire, c'est pas parce que tu demandes à tes enfants ce qu'ils ont envie de manger le soir que tu vas leur faire exactement de la glace entrée plat. Mais je te donne un autre exemple. Ouais. Je prends des pincettes, mais il y a parce que j'ai pas creusé à fond, mais ce que j'en sais me donne suffisamment de contenu pour en parler. Il y a un mec qui a fait toutes les télés, tous les médias, en écrivant un bouquin sur la semaine de 4 jours parce qu'elle avait planté sa boîte. C'est arrivé il y a 6 mois, 1 an à peu près. C'est qui? Je sais plus. Faudrait on fera notre travail. Je te donnerai la référence pour ton audience. Mais en fait, ce mec-là, toutes les télés lui ont ouvert, lui ont ouvert les portes. Et en fait, le message, c'était de dire en fait, la semaine de 4 jours, c'est de la merde. En fait, quand tu creuses un peu, ce que j'en ai compris, c'est un gars qui te dit pendant le confinement, je bascule vers cette mesure parce que je la trouve, elle est censée, j'y crois, bref. Philosophiquement, ça me parle, j'y vais. Sauf qu'a priori, les mecs ne répondaient plus aux demandes de business urgentes, faisaient traîner des demandes urgentes, non, désolé, désolé, vendredi je bosse pas, je te répondrai lundi. En fait, la boîte elle s'est mise à dysfonctionner, il y a plus d'intelligence situationnelle et en fait à un moment donné quand les gens finalement, c'est quoi toutes ces mesures-là? T'es censé bosser avec des gens qui sont intelligents, des gens que t'as choisis. Et des gens finalement à qui tu. C'est aussi ça la transparence, c'est aider les gens à prendre des bonnes décisions. Quand les gens arrêtent de répondre à des demandes business, etc., c'est pas un problème de semaine de 4 jours, c'est un problème de management pour moi. Et en fait, c'est pas parce que t'es dans une entreprise libérée qu'il n'y a pas de management, qu'il n'y a pas de hiérarchie, en fait. C'est ça le problème. Et en fait, dans toutes les boîtes du monde, s'il y a une défaillance managériale, une défaillance des dirigeants, tu passes à la caisse. Et nous, c'était une putain de connerie d'avoir supprimé la PE. C'est pas grave de faire des conneries si tu rétropédales. C'est hyper cool de faire des conneries. Faut les faire vite. Ouais. C'est le mieux. Pour moi, je suis un fan de la rapidité d'exécution. Donc, je suis pour bouger. J'adore le mouvement. Et si on se trompe, c'est pas grave. Au moins, on a fait quelque chose et on fait un rollback, pas de problème. Mais je trouve qu'elle est mourir avec tes idées parce que t'es tombé amoureux de tes pratiques et je préfère mourir que de... non, en fait, moi, j'ai pas envie de mourir, tu vois. Et c'est ton rôle de faire ça. Il y a une autre mesure que tu as envie de nous partager qui te semble importante ? Écoute, on a fait... on a mis en place donc je te disais, des mesures d'égalité de genre pour répondre à un besoin
business opérationnel, c'est que moi, dans mon secteur, il n'y a pas assez de meufs. Alors, tu peux le prendre sous l'angle sociologique, c'est pas cool. Donc, plutôt l'angle de l'inclusion, disant en fait, on va faire ce travail-là parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des secteurs qui soient fermés aux meufs, etc. Et puis, il y a un côté aussi hyper pragmatique. Dans un secteur comme la tech, dans le dev, où tu as déjà du mal à recruter, si tu te fermes 50% de ton panel de potentiels salariés, c'est pas malin. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire venir des meufs dans la tech et surtout chez Shodo. On a regardé, il y a deux angles, deux pierres angulaires. La première, c'est de se dire qu'il y a un sujet autour de la parentalité. Et il y a une étude qui dit qu'après 35 ans, une meuf sur deux quitte la tech. Et en général, à 35 ans, t'es maman. Elle a des enfants, oui. Voilà. Pourquoi elle quitte? Qu'est-ce qui se passe dans les boîtes traditionnelles? Elle quitte la tech, c'est un fait. Donc en fait, elle quitte la tech. Nous, notre interprétation, c'était de dire qu'il y a un sujet autour de la parentalité. Donc on a mis des mesures. On a mis plein de mesures autour de la parentalité. La première, c'est de dire une meuf qui va être maman, on lui fait un rythme de travail dégressif avant son départ en congé mat et surtout à son retour. Ouais, le retour, parce que le retour, il est hardcore. Et les gens, ils pensent que... Et nous, les mecs, c'est hyper dur parce que, en fait, on se dit, bah ouais, tu reviens de vacances, Ouais. Et en fait, en plus, tu reviens de vacances. Moi aussi, on m'a dit, alors, c'est bon, c'est fini les vacances. Et en fait, moi, avant de devenir daron, je ne comprenais pas ça, tu vois. Et je pense que c'est un sujet de l'éducation aussi, tu vois, manque d'éducation. Donc, c'est d'adapter le rythme. Okay. On adapte le rythme, donc tu reviens rythme donc, 4 jours payés 5. Ouais, une forme de pragmatisme de se dire quand même, ok, bien sûr, les papas sont de plus en plus impliqués, etc. Mais quand même, ça, c'est l'autre mesure. Les mamans sont... Donc les mamans, retour progressif. Et en fait, on a mis en place une mesure, je trouve hyper cool, j'en suis hyper fier, c'est maintien de salaire du coparent qui prend un congé parental au retour de congé mat de la maman. Donc en gros, schématiquement, c'est de te dire, toi Mounia, t'es la maman Shodo, tu reviens, tu reprends ton boulot. Si moi je suis ton conjoint, donc je suis ton coparent, parce qu'en fait tu pourrais avoir une meuf, c'est bref, on rentre dans les détails, mais le coparent, à partir du moment où il pose un congé parental d'au moins 1 mois, on va lui maintenir son salaire. En versant en fait, on va te verser une prime qui va couvrir le salaire du coparent. En général, le coparent, statistiquement, c'est quand même un mec. Le mec, il gagne quand même plus. Et si tu veux inciter les mecs à pouvoir poser un congé parental, il faut quand même compenser l'oseille, sinon les gens ne font pas. C'est trop dur dans le foyer. Oui. Ça, c'est première mesure. Effectivement. Donc, ça encourage les coparents, les parents, les papas à prendre des congés quand leur femme revient de congé l'idée, mat, c'est de dire, pour qu'elle puisse se concentrer sur revenir son truc, et lui, il gère la crèche, l'adaptation. Ouais, voilà. En fait, toi, tu vas dire, je reprends le boulot serein, parce qu'en fait, c'est mon conjoint qui gère à la maison, et je suis mieux. Okay. Ça, c'est le premier. Tu sais, mais juste dans beaucoup d'entreprises plus traditionnelles, maintenant, le congé pat est étendu au niveau légal. Mais ce qui est incroyable, moi, il y a plein de potes à moi qui me disent qu'ils sont dans des boîtes plus traditionnelles. Ils me disent, mais jamais je prends mon congé pat, et si des gens dans mon équipe les prennent, des mecs les prennent, tout le monde va se moquer d'eux. Deuxième mesure, nous, on l'a rendu obligatoire. Voilà, merci. On l'a rendu obligatoire. Merci. Les mecs, tu vas aller accompagner. Parce qu'il y en a plein, en fait, qui font exprès de pas le prendre en mode, ah non, désolé, j'ai du taf. Nous, la boîte, on l'a rendu obligatoire. C'est parti du pendant de la mesure. Après, tu peux le fractionner, etc. Parce qu'on fait un métier de service, donc quand tu vas dire, je pars 1 mois, l'argument opérationnel, il est hyper entendable. Donc, tu vas pas désorganiser ta mission, etc. On fractionne. Ok. Mais tu le prends. Tu le prends, c'est obligé. C'est obligé. Et puis, évidemment, dans l'égalité de genre, on a fait, on a mis en place le congé menstruel à travers une cagnotte. La cagnotte, elle est anonyme. C'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, je ne sais pas qui la prend, je ne sais pas qui tape dedans, etc. C'est juste, je ne sais pas si elle la prend pendant ses règles, avant ses règles. Je ne sais pas. Moi, je sais juste que la cagnotte, en fait, elle baisse. En général, elle baisse jamais autant que c'est prévu. Parce que c'est toujours pareil, tu vois, dans les systèmes où finalement tu réponds à un pain, t'as des meufs qui s'autorisent pas forcément à le faire, mais qui savent que, en fait, elles peuvent le faire au cas où, tu vois. Et c'est toujours, c'est un des leviers de l'entreprise libérée que je trouve hyper cool, c'est d'aller responsabiliser les gens, tu vois, c'est d'aller te dire, on sort du schéma parent-enfant,
ou supérieur hiérarchique subordonné, et en fait c'est adulte responsable, et en fait ce qui nous lie dans le contrat de travail, c'est notre ambition, et on est là pour cartonner. Le reste. Mais tu vois, je suis d'accord qu'il faut responsabiliser les gens, mais il faut pas être dupe que on est tous encore enfermés dans des codes d'avant. Et par exemple, juste avant, on vient de se dire, bah non, les mecs, on leur fait congé les pattes obligatoire parce que sinon ils vont pas le prendre. Ouais, mais regarde. C'est ce que je veux dire. Du coup, par voie de ricochet, il y a des mecs qui postulent chez Shodo parce qu'ils sont hyper fiers de ça. C'est clair. Ouais. Et ça va, il y en aura de plus en plus. Et c'est ça l'inbound, c'est que finalement, tu te mets à attirer des gens, quand tu as publié des mesures, etc., tu te mets à attirer des gens qui ont envie de ça. Qui ont envie de toi, qui pensent comme toi, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça a donné... À concurrence du fait que ouais. ce soit des gens qui soient performants, c'est cool. Oui, c'est ça, il faut pas forcément... Bah ouais. Ça va ensemble. Et qu'est-ce que ça a donné sur la répartition homme-femme, les mesures que tu as fait pour attirer plus de femmes? On a doublé les candidatures féminines. Okay. Et après, on partait très très bas. Donc, je veux dire, on a triplé les effectifs en 18 mois. Mais on partait tellement bas que c'est pas ouf. On n'est pas bon. Hein. Quand on a commencé, on était à 13% de femmes. Et on est monté à 23, 24. Donc, il y a encore de la marge, mais parité, c'est bon. hyper dur. Enfin, et dans les autres ESN, tu connais le pourcentage? Je crois que le pourcentage, c'est 27, si je dis pas de conneries. D'accord. Sauf que tu as une surreprésentation féminine dans les métiers RH, de la com et du produit. Et tu as une sous-représentation dans les métiers de dev, les métiers plus techniques. Et c'est pas ton cas, là, quand tu me parles de pourcentage? Nous, on a une population qui est très technique. Que des devs. D'accord, donc de toute façon, tu peux pas avoir... Ouais. Okay. Mais on reste pas bon. On reste aussi, c'est un sujet qui est systémique, qu'on ne peut pas renverser à nous seuls, mais la philosophie, c'est aussi, c'est pas parce que c'est systémique qu'on n'a pas le pouvoir de changer, d'avoir de l'impact à notre échelle. Et c'est dommage, tu vois, on en revient toujours dans la notion d'intensité, de temps imparti, etc. Ne pas essayer, je trouve que c'est dommage. Ouais, donc il y a vraiment cette envie de... imaginons que tu aies la chance d'appeler, alors pas ton défunt papa, ça tu l'as déjà fait, ton toi du futur, un petit vieux qui s'appelle Jonathan, qui il va bientôt partir, tirer sa révérence. Et déjà, j'ai envie de te dire que s'il est vieux, c'est cool. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ouais, tout est relatif. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait aujourd'hui sur ta vie de 2025 et qu'est-ce que toi t'aurais envie de lui dire, de lui demander? Putain, ça je sais pas faire ça, je t'avoue, parce que j'ai beaucoup de mal moi à me projeter dans le futur. J'en suis même incapable parce que l'idée c'est pas de prédire l'avenir, c'est juste si t'avais ce contact avec quelqu'un qui est heureux de sa vie, on l'espère. En fait, j'ai hyper confiance en moi. Donc je te retourne à la question en disant que si j'appelais le moi qui a 20 piges, je lui dirais t'inquiète, te stresse pas, ça va bien se passer. Et du coup quand même je vais répondre à ta question, sinon c'est une pirouette et c'est pas cool, c'est trop facile. Non, et je lui posais la question suivante, c'est alors est-ce que t'es fier? Voilà. Et qu'est-ce que tu crois qu'il te répondrait? Ah bah je sais pas, ça c'est. Bah si, j'ai pas envie. Non, moi j'ai pas envie de le savoir. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'il puisse me dire, t'as assuré. T'as assuré. Mais. Ouais, tu sais que même quand j'ai quitté Isaïe, pourquoi j'ai créé ma boîte et même ce podcast et tout, parce que depuis que je suis enfant, je discute avec la petite vieille que j'espère être un jour. Et moi je me dis, en fait, j'ai beau être entrepreneur ou tout ce que tu veux, j'ai une boss, c'est elle. Mon job, c'est que elle puisse se dire, c'était bien. Ouais, mais je suis d'accord. C'était bien pour moi, j'ai vécu ma vie, j'ai pas vécu la vie de la voisine. Et j'ai autant d'affection pour les moments les plus difficiles que pour les moments happy. En disant, c'est ma vie en fait, ça, l'ensemble. C'est pareil, c'est pour ça que finalement, tu vois, tu me disais, je suis hyper content d'avoir, c'est paradoxal de dire ça, hein, mais je suis très content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Parce que c'était hyper compliqué quand même. Je perds mon daron, je vais chez le psy, j'ai la tête à l'envers. Je monte une boîte, j'ai pas d'oseille. Enfin, tu déconstruis tous tes trucs de sécurité là. Tous tes codes de réussite, ils volent en éclats.
Mais c'est une chance de ouf de m'être questionné. Vraiment, c'est une bénédiction. Je suis pas croyant, mais je me sens gâté d'avoir pu me questionner. Tu penses que tu revivras, alors je sais que t'aimes pas te projeter dans le futur, mais t'en sais rien. Des phases difficiles? Ouais, c'est sûr, crises. Ça. C'est sûr. Et qu'est-ce qui sera différent? Je suis armé, parce que j'ai appris j'ai appris à me questionner. J'ai appris, tu sais, j'ai un souvenir de quand j'ai commencé mes thérapies là, en 2019 et je sonnais, je me disais, ça y est, t'es un maboule, John. et j'ai un souvenir de je suis dans une situation qui est hyper inconfortable et je veux guérir. Et j'avais une forme d'urgence où je demandais à mon premier psy que j'ai vu, je pense que j'étais un mec, j'étais vraiment détestable. J'arrive, je lui parle. Déjà, c'est un mec, je commence à le screener, je me dis, il est 5 ans, 6 ans de moins que moi, qu'est-ce qui va apporter celui-là? Je veux dire, il a moins d'expérience de la vie que moi, qu'est-ce que je lui file 80 balles pour Jack alors qu'il va rien me sortir d'intéressant? Et je suis puant, je lui dis, bon, je voudrais des KPI de mesure de progression de ma thérapie. Et je lui dis ça comme un immense connard, et puis je pense que le mec, il est débordé. Parce que c'est vraiment une question de mec immature au possible, tu vois. Je dis, mais moi, je veux être capable de mesurer la progression de ma thérapie. Et s'il faut, je vais te commander des séances. Et je vais revenir 3 fois plus souvent pour que la jauge, elle monte hyper vite. Ah ouais. En fait, le sous-jacent de tout ça, c'est que j'étais hyper inconfortable avec le mal-être, le fait d'être dans une phase de vie dans le bourbier, quoi, tu vois. Et je suis persuadé que je revivrai ça, mais j'ai appris à trouver une forme de je sais pas, c'est un peu sadique, mais des fois quand tu souffres, tu dis c'est quand même cool parce qu'en fait je suis vivant. Ouais, je suis vivant, exactement. Et je pense que j'ai gagné ça. Plus le fait quand même de comprendre que la thérapie c'est une forme de reprise de contrôle, que si tu parles à ton psy comme un connard, ça marche pas. Et qu'en fait, c'est un allié, tu vois. Moi, au début, j'allais voir un psy en me disant hey, mec, vas-y, donne-moi la solution. Là, à la fin de la séance, je repars avec une solution. Ouais. Et j'ai mis vachement de temps à comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un qui prend une lampe torche et qui dit fouille là. Ah, ok, bon, fouille là alors. Mais et le changement de paradigme, tu es face à un problème et en fait, ça fait des années que tu regardes le problème à travers le même prisme et tu le fais un pas de côté. C'est que des trucs métaphoriques, mais que j'ai appris et que je suis beaucoup mieux armé si jamais j'ai une galère demain. Ouais. Par contre, j'ai pas envie de la vivre, t'as compris. Oui, on n'a pas dit qu'on voulait. Ce que ça m'évoque, ce que tu dis, il y a quelques jours, j'ai fait une séance de coaching avec un des dirigeants que j'accompagne. Ouais. Et je lui ai parlé des ce que j'appelle des polarités féminines, masculines. Ouais. C'est un truc que j'ai appris aussi en formation. Dire on a tous en nous du masculin et du féminin. Et j'essaie de voir un peu avec lui dans quoi il se reconnaît, dans quoi c'est plus difficile et tout. Et là, ce que ça m'évoque, tout ce que tu incarnes, enfin en tout cas, ce que tu dégages, c'est qu'on peut vraiment... ce que je vois, c'est que tu es vachement dans ton masculin, dans ce leadership très, très incarné, très volontaire. Ouais. Et en même temps, tu montres que tu peux carrément être hyper ouvert, vulnérable. Que on est très loin de la caricature de ce masculin, voilà. Ouais. Et en même temps, elle est très présente. Parce que justement, des fois, les gens veulent pas aller et notamment les hommes, vous voulez pas aller dans la caricature. Et vous perdez votre côté... très masculin justement et je trouve que tu as réussi un bon non mais je pense que la vulnérabilité en fait c'est pas agréable, mais on en revient toujours au même truc, t'es dans le bourbier, en fait te sentir vulnérable quand tous tes codes de réussite c'est d'être invulnérable, c'est pas agréable, il y a une forme d'inconfort, mais je pense que c'est important d'apprendre à, tu vois, t'apprends la frustration. Moi j'apprends à mes enfants j'apprends la frustration. Je dis, les gars, vous pouvez pas avoir tout le temps tout ce que vous voulez, etc. Puis t'as qu'à bosser, et puis tu vois. mais passe ton bac d'abord. Voilà, tu vois. Mais tu apprends à vivre avec de la frustration, et en fait, à un moment donné, tu dis, ce que tu dis à tes gamins, vas-y, tu vas te l'appliquer, en fait. Ouais. Des fois, tu dois apprendre à vivre avec de la frustration. Avec des émotions désagréables. T'es dans le bourbier, tu vois. En 2024, professionnellement, on était dans le bourbier. Et le cadeau de tout ça, c'est que plus on a fait un exo hier au club, j'ai trouvé génial sur le petit ego et le grand ego. Le petit ego, c'est de dire
T'es dans le bourbier. C'est une crise entrepreneuriale, c'est une crise de croissance, mais c'est aussi une étape en fait, c'est l'occasion de grandir en tant que dirigeant, parce que si t'es dans le bourbier, c'est que t'as eu des manquements, John, hyper forts en tant que dirigeant, et c'est la sanction, elle tombe. C'est juste quelque chose d'hyper logique. Maintenant, faut progresser. Et je trouve que le petit ego, c'est de te dire, c'est normal, ça fait partie du parcours. Et le cadeau, c'est qu'à partir du moment où tu es dans ce mindset, tu progresses vachement plus vite. Parce que du coup, tu conçois que t'es plus dans le refus de dire je suis en galère. Non, mais en fait, j'ai tout bien fait. Tu dis en fait, non, t'as été nul. Et en fait, tu vas progresser et demain, tu seras meilleur, après-demain, tu seras meilleur, etc. Et c'est hyper, hyper cool de dire que chaque jour qui passe, tu vas être meilleur. Et le grand ego ? Le grand ego. J'ai donné 2 exemples. Je vais finir avec le petit ego. Parce que petit ego, ça c'était petit ego success. Petit ego failure, c'est quand j'étais ado, je faisais du théâtre. Je me souviens, j'allais tous les mardis de 19 à 22h. On faisait du théâtre. Moi, je kiffe le théâtre. Enfin, tu vois, je kiffe monter sur scène, j'aime le théâtre et tout. Et je me souviens qu'il y a un moment donné dans l'année de théâtre, je commence à avoir une petite voix qui me dit tiens, on prépare une pièce, représentation devant les parents, Je commence à me dire tu vas fail sur scène, tu vas avoir un trou de mémoire et ça va être affreux. Petite voix. Et je pense que toute l'année, j'ai pris mon arrosoir et cette graine-là, je l'ai arrosée. Et évidemment, représentation fin d'année, j'ai un trou de mémoire, je bug, c'est affreux. Je suis le seul en plus je suis le seul à déconner et je le vis hyper mal. Et j'ai 15 piges et je me dis je monterai plus jamais sur scène. C'est terminé, etc. J'ai fini par le refaire en école, théâtre d'impro à 20 piges. Mais tu sais, ça m'a enlevé 5 ans. Un truc que t'adorais. Et la conclusion, c'est en fait, tes pensées limitantes, tu les arroses, ça devient un arbre, tu vois. T'es fini. C'est la méthode 100 milliards, là, que tu me déglingué. Ouais, tu t'es déglingué. Ouais. Et gros ego, success, c'est 2024, je t'explique, on a eu une grosse année de croissance, on fait un peu moins de 40% de croissance, mais de la mauvaise croissance, c'est-à-dire qu'on burn vachement, on n'est pas performant au commerce, on a trop d'inter. On a un taux d'inter, on fait 7,8%. Par rapport au marché, c'est OK. Dans un modèle comme le nôtre où tu redistribues autant en salaire, ton EBITDA il est parti dans le ciel. Et en l'occurrence, tu vois, nous, on fait une année dégueulasse, 1500 jours hommes d'inter, c'est 1 million d'euros de CA, c'est 1 million d'EBITDA que t'as pas collecté. C'est nos manquements, parce que on est mauvais, on n'a pas de dashboard, parce qu'on pilote la boîte phare éteint. Parce qu'en fait, rétrospectivement, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'on était nul, tu vois, mauvais. Mais voilà, c'est une crise de croissance, c'est comme ça. Donc petit ego, c'est tu te craches dans les mains, tu vas travailler. Gros ego, c'est tu te dis bon bah j'ai sorti toute mon équipe de sales sur Paris et c'est de dire purgatoire. En fait, moi, sales, c'est mon métier de base. Je me dis, c'est pile poil il y a 1 an. Et je me dis, en 2025, tu vas te retrousser les manches. Et tu vas les vendre. Tu vas les vendre. Et en fait, t'as le feu au cul. T'as pas d'autre choix que de réussir. Et tu vas les vendre. Et je pense que c'est aussi, tu vois, la capacité de dire... tu prends la lumière dans une époque, tu sais, dans un moment de crise où en fait je trouve que c'est une forme de leadership hyper cool par l'exemple où tu vas dire ok en fait on y va et je serai dans vous les gars. Ouais, j'avais écouté un podcast de la mère de la vulnérabilité de Brené Brown qui recevait une capitaine de soccer féminin aux États-Unis qui était devenue après coach et tout ça et qui disait en fait, en tant que leader, la plupart du temps, ton job, c'est de faire en sorte que les autres
face. Et de temps en temps, elle raconte un match où ils étaient menés, 5 buts à 0, il restait 10 minutes. Juste, en fait, elle est rentrée sur le terrain et elle a marqué. Elle a marqué des buts et point. Et le leadership, c'est aussi ça, parfois. C'est exemplarité par l'exemple. Et parfois, juste faire aller là où il faut. Et tu vois, du coup, là, on va faire notre meilleure année. J'ai cartonné, mais tout le monde a cartonné. Oui, parce qu'ils t'ont vu, en fait, ils t'ont inspiré. Tu les as Je pense qu'on a tous progressé, on a tous cranté dans l'urgence du moment. Mais j'ai pas compris, du coup, c'est gros ego par rapport à ça. Gros ego, c'est la capacité de dire, c'est la capacité à dire, l'inconvénient de tout ça, c'est de tomber dans un syndrome de super-héros, tu vois, ouais. Mais c'est aussi la capacité, je pense, à prendre tes responsabilités, à te dire, ok, c'est la meuf qui sort du banc en disant, je vais aller marquer des buts, tu vois. Et gros ego, failure. En 2021, tu vois, on se dit, on a un modèle, on va aller le promouvoir, on va aller faire du média. Je vais faire une télé. Je fais plus du tout maintenant, mais je me dis, je vais faire une télé et j'ai Laurie qui à l'époque était directrice com. Elle me dit, ouais, tu vas préparer. Je dis non, je vais pas préparer. Pourquoi? Parce que et en fait, il y a aucune bonne réponse à je vais pas préparer. La réponse, c'est t'es fantasque et quelque part, t'as envie de voir. Ton ego, il te dit ouais, en fait, tu vas gérer. Tu vas cartonner. C'est de l'ego de ouf, ça. Et l'autre part de moi, c'est de dire en fait, j'ai besoin de me prendre un gadin pour ensuite apprécier le taux de rework que je dois faire derrière pour être à la hauteur. Donc évidemment, t'arrives, t'as pas préparé, c'est être naturel en média, c'est hyper dur, c'est du travail. J'arrive déjà, j'y vais déguisé. Je veux dire, moi, je suis un mec sapé comme ça. À l'époque, j'arrive, je me fais un catogan, je me mets un pull un peu cintré. Tout ce que je ne suis pas. Je suis une pantomime de moi-même. Tu vois. Et puis, je suis hyper médiocre. Normal, quoi, tu vois. Et ça, c'est gros égo pourri, quoi, tu vois. Je comprends. Super. Voilà. Merci. Je t'en prie. J'ai vraiment trouvé ça hyper... Je m'attendais pas à ça, en fait. Ah ouais? Non, mais je savais pas que ça allait là, cet épisode. Pas sur les... pas sur les sujets qu'on a abordés, ça, je m'y attendais. Mais la façon dont on l'a abordé. Et je trouve que ça a parlé à plein de gens parce que c'est... Comment dire? Tu l'as dit, d'ailleurs, tu dégages une confiance en toi qui est énorme, qui est très incarnée, et en même temps qui est sans chichi. Et qui est pas... donc je pense que j'espère en tout cas qu'il y a des auditeurs, notamment moi je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui écoutent ce podcast, qui vont se rendre compte que c'est aussi simple que, alors sans vouloir faire de pub pour Nike, just do it, quoi. Y a un petit côté comme ça, je trouve, que tu dégages qui est très cool. Ouais, c'est aussi déjà merci parce que c'est un très beau compliment, ça me fait plaisir. Parce que j'ai de l'ego. Non, mais après, c'est le prix de beaucoup d'introspection, je pense, de travail sur moi. J'ai mis un peu d'oseille sur le divan. Mais franchement, faut le faire. En fait, se former, non. Ça ramène de la performance, ça ramène du contrôle et mieux se connaître. En vrai, si tu te connais mieux, le reste du temps que tu passes sur Terre, tu vas plus kiffer puisque tu te connais. Alors tu vois, moi je forme des coachs avec 108 milliards et je leur dis toujours, je peux vous apprendre des outils et tout, mais vous êtes votre propre outil. Et moi ça me tue, et c'est encore énormément le cas, le nombre de coachs qui en fait bossent pas sur eux. Et limite choisissent ce métier pour surtout pas aller aborder. Alors ils bossent sur eux sur plein de sujets périphériques, mais l'énorme rocher au milieu de leur salon, ils l'abordent pas. Et ce que j'entends là, c'était une hypothèse et une conviction que j'avais, mais je trouve que tu l'incarnes très bien. C'est pareil pour les dirigeants en fait. Tu peux pas faire une boîte qui te ressemble, dans laquelle tu es aligné et qui performe, si tu es à côté de tes pompes, si tu es à côté de qui tu es en fait. Ouais, mais c'est sûr. Écoute, tu es une égérie. Le dev perso pour les leaders, c'est hyper important. Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et la conclusion, c'est que c'est sûr que quand tu es dans des moments de vie où tu es dans le bourbier, c'est un inconfort qui est très, très désagréable. Tu as envie que ça s'arrête. Moi, j'avais vraiment envie que ça s'arrête à l'époque.
C'est vrai que j'allais voir les mecs en me disant je vais te guérir en sortant, je te file 80 balles, 150 balles, je reviens te voir 4 fois s'il faut. Et en fait, tu crois que tu prends un Doliprane et que en fait, ça va s'arrêter, ou que si t'en prends 5, ça va aller 5 fois plus vite. Mais le plus beau cadeau, c'est aussi, je pense, d'apprendre à évoluer dans l'inconfort. Même si c'est relou. C'est exactement ça. Voilà. À bientôt. À bientôt, Mounia, merci.